chronogramme de la transition, 24 mois selon le comité scientifique chargé de la rédaction du dit chronogramme. Droit de réponse des professionnels des médias au Premier ministre. Non, les médias burkinabés ne sont pas la radio Mille Collines. Situation sécuritaire, lourd bilan à Falangoutou et dans les Cascades. Et enfin, retour d'Iak Agali au Mali, même combat que Bamako. Mesdames et messieurs, voici annoncé le menu de votre émission La Tribune des éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses dans les différents médias. Pour ce numéro, je suis accompagné par Abdoulaye Tao. Il est le directeur de publication du journal L'Économiste du Faso. À ses côtés, nous avons le docteur Syriac Paré. Il est le fondateur du média en ligne lefaso.net. Juste à ma droite, nous avons Issa Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays. Et à ses côtés, nous avons Idrissa Koumbem, du journal La Lettre du Faso. 24 mois, c'est la durée de la transition telle que proposée par le comité technique chargé de l'élaboration du chronogramme de la transition. L'équipe a remis son rapport au chef du gouvernement le 26 janvier dernier. Et sur la question, le journal La Lettre du Faso a intitulé son édito « Chronogramme de la transition, des chiffres chimériques aux options réalistes ». De quoi s'agit-il, Idrissa Koumbem? Alors, il faut dire que le chronogramme proposé par le comité technique sur le programme réactualisé, le chronogramme réactualisé de la transition n'est pas en soi quelque chose de nouveau. Parce qu'on se rappelle que depuis l'arrivée du MPSR 1, le 24 janvier 2022, il y a eu des assises nationales qui ont eu lieu en mars 2022. Et au cours de ces assises-là, on avait arrêté la transition pour 36 mois. Et quelque temps après, la CEDEAO a émis des inquiétudes quant au chronogramme de 36 mois et avait suggéré en tout cas un chronogramme de 24 mois. Et il y a un comité qui a été mis en place pour travailler, pour réactualiser, parce qu'à un moment donné, il y a eu un compromis entre la CEDEAO et le Burkina Faso et que ce comité avait déjà travaillé sous le MPSR 1 et le coup d'État est intervenu en septembre. Ils avaient en tout cas stoppé les activités du comité et ça a été repris en janvier 2023 et c'est ce qui a été présenté. Et au bout des travaux qui a réuni en tout cas l'ensemble des forces vives du pays, et ce sont les 24 mois qui ont été retenus pour la transition. Et ce qu'il faut ajouter de nouveau avec ce comité technique-là, c'est qu'il a proposé des options pour la tenue probablement d'élections au bout des 24 mois qui, on rappelle, comptent à partir du 1er juillet 2022. Voilà, comme ce qui avait été convenu avec la CEDEAO. C'était qu'on a donné des options telles que la reconquête du territoire national, le redéploiement de l'administration également et l'installation des personnes déplacées internes. Donc ce sont là des indicateurs que le comité donne à cette transition-là pour pouvoir aller aux élections pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Donc nous estimons que ces chiffres sont quand même réalistes. 2 ans, il faut dire qu'on a déjà passé au bout d'une année, voilà, parce que d'ici juillet, ça sera une année. Et au bout de 2 années, si véritablement les choses bougent, voilà, il faudrait qu'on reparte à un ordre constitutionnel normal, réorganiser les élections pour que on continue quand même à assurer en tout cas la gestion du pouvoir d'État, parce qu'il ne faut pas aussi trop surestimer aussi la transition pour dire qu'elle va résoudre tous les problèmes de la crise sécuritaire avant de partir. Ça aussi, ce n'est pas aussi très réaliste. D'accord. Alors, 24 mois annoncés comme chronogramme avec en ligne de mire la tenue des élections. Déjà en termes de délai, est-ce que c'est faisable, Abdoulaye Tao? Bon, moi, je pense que les 24 mois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui avait été validé par les partis, la CEDEAO et la transition. Ce qui était important, c'est de voir comment, après le coup d'État de septembre, comment on a réactualisé, comment les choses ont été agencées. Je pense que c'est ça qui est important par rapport aux élections. Et quand moi, je regarde, j'ai regardé les chiffres, le chronogramme de façon générale, on va aller en 2024 aux élections. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça, c'est un chronogramme, c'est un agenda. On va essayer
de s'en tenir à ça comme un objectif. Et sur le terrain, en fonction de l'évolution des activités sur le terrain, on avisera. Mais certains vous diront que ce n'est pas réaliste, au vu de ce qui se passe actuellement, qu'on puisse arriver le 24, les choses comme on appelle ça en 2024, en juillet. Déjà la période, c'est quelque chose qui me paraît un peu anormal, parce que la tradition au Burkina, on n'a jamais fait des élections en pleine saison hivernale. Donc manifestement, il va y avoir un ajustement à ce niveau. Si effectivement ça doit avoir lieu en 2024 comme prévu à cette date-là. Le deuxième élément, c'est on aime se comparer au Mali. Le Mali était dans la crise avant nous, profondément. Nous, c'est maintenant, on découvre les réalités de la crise. Et si c'est en 2024, ça veut dire que nous, sur le terrain, il faut qu'on fasse mieux que le Mali pour avoir les élections en 2024, en termes de résultats, de restauration de l'intégrité du territoire, de retour des PDI dans leur, comment on appelle ça, dans leur localité. Je pense que c'est un pari, c'est pas impossible, ça va être difficile. Maintenant, à partir du moment où on a le chronogramme, il faut qu'on mobilise les moyens. Dernier élément, on va réaliser ce chronogramme, cet agenda, parce que moi, il faut pas avoir les activités contenues dans le chronogramme, avec quelles ressources. Non, déjà, le Premier ministre a parlé de ressources endogènes qu'il va falloir privilégier. La douane a fait environ 1000 milliards. Les impôts, cette année, étaient au-delà de 1000 milliards. C'est ça? Et les autres régies, on va voir si tout le monde peut aller à 1000 milliards. En gros, en recettes propres là, qu'on va mobiliser, ça va faire 3 milliards. On ne compte pas les partenaires, recettes propres. Si jamais on maximise vraiment nos régies. Le budget c'est à 5 000 milliards, autour de 5 000 milliards. Pour le déroulement de la transition, le déroulement de la transition. Donc on parle de fonds propres. Est-ce que dans ce budget de 5 000 milliards, le fonctionnement général de l'État sort et à l'intérieur, je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire qu'on aura besoin forcément de ressources additionnelles qu'il faut aller chercher. Et là, le ministère des Finances a du travail, le ministère de la Coopération régionale et le ministère des Affaires étrangères a du boulot pour mobiliser les partenaires multilatéraux et bilatéraux pour nous accompagner, pour que effectivement on tienne l'agenda, si tout le monde veut que les élections se tiennent effectivement à cette date. D'accord. Alors, docteur Chiriac Paré, il y a un comité scientifique qui a étudié la question, dans lequel il y avait les différentes composantes de la société. Ils se sont accordés sur 24 mois, comme ce qui était prévu avec la CEDEAO. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la faisabilité avec le délai? Bon, j'avoue que pour moi, l'intérêt de ce chronogramme, c'est que dans toute activité humaine, il faut se donner un cap, il faut avoir un programme d'activité qui vous permet au jour le jour de savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Mais la réalité, c'est à quoi vous êtes confronté sur le terrain. Donc, si je résume ma pensée, c'est l'intérêt de ce chronogramme-là, c'est que ça permet de savoir où on veut aller, avec quels moyens il faut pour y aller. Optimiste, ça veut dire, est-ce qu'on pense que ça va se faire à cette date? Je ne saurais l'être dans le contexte actuel. Quand on voit un peu la progression de la lutte contre les attaques terroristes, et quand on fait le point, peut-être que nous n'avons pas les vrais chiffres, la vraie réalité, mais si on en croit déjà, c'est que le chef de l'État lui-même a montré lors des rencontres qu'il a eues avec les composants de la société, c'est que nous sommes dans une situation quand même assez crucial, et je ne crois pas qu'on en soit sorti pour dire oui, à telle période on peut organiser dans deux ans on peut organiser, en 2024 on peut organiser des élections. Donc pour moi ce document là est très bien en ce sens qu'il permet de savoir ce qu'on a envie de faire.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça dépendra de l'évolution sur le terrain. Je pense qu'il faudra forcément s'adapter aux réalités du terrain en fonction de la progression, de la restauration de l'intégrité territoriale. Du reste, je crois à l'une de ces rencontres, le chef de l'État a dit que si il arrivait qu'on arrive à recouvrer l'intégrité territoriale avant le délai annoncé, on organisera les élections. Ça veut dire donc que ce n'est pas un délai qui est coulé dans du marbre qu'il faut forcément respecter. Mais au moins, ça nous permet de savoir où on veut aller, avec quels moyens on a besoin pour y aller. Alors, vous parlez de moyens. Le Premier ministre dit de privilégier les ressources endogènes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est réaliste ce qu'il dit. Si c'est un idéal, si c'est un souhait, c'est très bien. Mais il faut se donner les moyens de réaliser son idéal ou son souhait. Tao, mon confrère qui est spécialiste en économie, le directeur de publication de l'économie, qui maîtrise ces questions-là, vient de nous faire une démonstration qui est assez claire, à savoir que déjà si on maximise les sources de recettes propres qu'on a, c'est difficile qu'on dépasse 3 milliards. 3 000 milliards, d'accord? Alors que déjà pour ces élections-là, on a besoin, pour la mise en œuvre on a besoin de 5 000 milliards. Ce qui est déjà prévu pour la transition de la gestion. Voilà. Où est-ce que vous allez avoir ces ressources endogènes? On a lancé l'opération de mobilisation des fonds. Je crois qu'au premier bilan, le dernier bilan qu'on a, on est à 300 millions et quelque chose. 300 millions, ça montre un peu l'engouement des citoyens pour cette opération, pour cet engagement-là. Et ça devrait nous amener peut-être à plus d'humilité, à plus de réalisme dans nos comportements. Peut-être revoir, on n'a pas dit forcément de courir après les partenaires techniques et financiers, d'être j'allais dire, d'être sous leur coupe. Mais une certaine réalité qui est là. Dans notre contexte actuel, il est difficile de réunir des fonds propres dans ce laps de temps-là pour réaliser ce que nous avons envie de faire. Nous aurons besoin forcément des partenaires extérieurs. Donc je pense qu'il faut déjà apprendre à les ménager et puis savoir ce qu'on veut dans ce sens. Il ne faut pas cultiver un certain populisme, un certain nationalisme en faisant croire qu'on peut réaliser des choses qu'on ne peut pas. Voilà. D'accord. Alors Issa Sigiré, vous avez les partis politiques et les organismes internationaux qui attendent de pied ferme le chronogramme des élections. Est-ce que c'est jouable avec l'évolution sécuritaire que l'on constate? Alors avant de revenir à votre question, j'avoue que c'est pas aisé pour moi d'être en face de son enseignant pour débattre. Le docteur Syriac Mparé m'a tenu dans une université privée de la place et même dans la formation continue pour une certification en communication digitale, et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il a fait aussi pour beaucoup d'autres de mes camarades. Alors ceci étant, sur la question, moi je pense que on ne doit pas parler de 24 mois mais plutôt de 18 mois, parce que les 24 mois c'était en 2022. À partir d'aujourd'hui, nous sommes déjà en février et il nous reste encore pratiquement 11 mois pour cette année, et plus les 7 mois, ça fait au total 18 mois. Donc c'est dire que la tâche n'est pas du tout aisée, parce que habituellement, même en temps de paix, nous avons toujours l'habitude de recourir aux partenaires extérieurs pour organiser nos élections, et maintenant que nous sommes dans une crise assez profonde comme celle-là, il est difficile de mobiliser les moyens pour pouvoir organiser des élections dans ce laps de temps-là. Et pour revenir à la question sécuritaire, je pense que la situation est beaucoup difficile, certes, mais je pense que c'est quand même c'est possible, parce que les autorités disent aujourd'hui que ce qu'on voit ça et là, ce sont des représailles, parce qu'il y a un travail formidable qui se fait sur le terrain. On va espérer que ça soit vrai et espérer encore une fois que nos
FDS et les VDP qui rentreront bientôt en grande masse dans cette guerre-là vont avoir des victoires certaines afin qu'on puisse organiser rapidement ces élections-là. Moi, je pense que c'est possible parce qu'on a vu des pays qui étaient dans des crises et qui ont réussi à organiser des élections. Par exemple, au Mali, en 2013, ils ont réussi à organiser une élection malgré la situation. Et la réflexion était déjà donnée. Je crois en décembre 2022, la CENI a organisé une rencontre internationale pour que les gens puissent réfléchir déjà sur la question comment organiser une élection dans une crise telle que nous la connaissons. Parce que plus la transition dure, plus elle est essoufflée et ça peut amener des dérives qu'on ne pourrait pas contrôler parce que notre situation ne nous permet pas de bénéficier d'un certain nombre d'avantages sur le plan international. C'est pour ça, moi, je pense que on doit mettre l'accent et tous les efforts possibles pour pouvoir tenir cet agenda-là. Il y a des pistes qui montrent que on peut organiser des élections à moindre coût, telles que, par exemple, rattacher le fichier électoral à celui, par exemple, de l'ONU, par exemple. Parce que dans le processus de renouvellement du fichier électoral, ça prend énormément d'argent parce que c'est là où il faut mettre beaucoup d'argent. Et je pense qu'il y a quand même des stratégies qui peuvent permettre d'organiser des élections à moindre coût pour pouvoir aller plus vite. Mais pour y arriver, il faudra qu'on redouble les efforts sur la situation sécuritaire, mais il faut aussi revoir comment réformer notre processus électoral, comment revoir notre code électoral pour que ceux qui sortiront de ces élections soient des personnes quand même crédibles pour ne pas qu'on retombe encore dans une situation d'instabilité dans quelques années. D'accord, une réaction, Abdoulaye Tao. Tout le monde est d'accord que le préalable et ça, la transition, tout le monde perçoit les priorités. C'est restaurer la sécurité. Ça, c'est le pilier central de la transition. Ensuite, les PDI repartent dans leur localité et les élections viennent couronner en fait une situation qui est stabilisée. D'ailleurs, il y a un mot qui est très intéressant dans le programme que nous ont proposé, c'est stabilisation. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec Paris. Il faut qu'on soit lucide parce qu'il ne faut pas qu'on reste, il ne faut pas on fasse trop rêver les gens. Il faut qu'on dise aux gens, ça va être difficile, mais si on y met du cœur, on va y arriver. Sinon, les élections telles que vous le préconisez, Newton Ahmed Bari a fait des propositions de format sous le pouvoir de Roch, c'était faisable, même s'il n'a pas été écouté, c'était des solutions qui pouvaient permettre de faire des élections. Mais le vrai problème, c'est qu'on fait les élections avec qui et où. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on soit très prudent. Sinon, on peut faire les élections avec 30 ou 40% du territoire. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un objectif politique que de restaurer l'intégrité territoriale et de permettre aux Burkinabés. Et si nous sommes d'accord avec ça, il faut qu'on se dise la vérité que ça va être difficile, mais il faut y croire pour se donner les moyens d'y arriver. D'accord. Et vous parlez de difficultés au niveau de la lettre du façon. On a un avis contraire sur ces élections. Dans votre édito, vous dites, mais pourquoi cet acharnement et cette obstination des Occidentaux à vouloir coûte que coûte l'organisation des élections? Expliquez-nous. Alors, c'est une situation qu'il faut analyser et en se détachant, par exemple, de la situation uniquement du Burkina Faso pour prendre en compte le fait qu'au niveau international, qu'il ce soit au Burkina Faso ou ailleurs, et on est préoccupé par l'organisation des élections. Et nous estimons que les élections telles que, on va dire que organisées mais téléguidées par ces organismes-là, ne sont pas en réalité, ne traduisent pas en fin de compte l'aspiration des populations en place. On a vu notre cas assez illustratif. On a organisé des élections. Roch-Marc Christian Kabore a été élu en 2020 et juste une année après, il y a eu un coup d'État. Et les cas, en tout cas, sont légion pour ces genres de situation. C'est donc dire que les élections en soi telles que faites et commandées par les organismes internationaux ne sont pas en quelque sorte une solution
pour quand même assurer une certaine souveraineté et respecter à un moment donné le choix des peuples. Parce que derrière, il y a des manipulations qui se font. Il peut y avoir toutes sortes. Puis aussi, c'est eux qui financent déjà les élections. C'est sûr que les gens travaillent à placer des éléments qui sont acquis à leur cause, qu'ils pourront en tout cas téléguider et en tout cas tracer une ligne pour qu'ils suivent. Et pour le cas du Burkina et du Mali, qui sont en tout cas des pays qui ont maille à partir avec ces organismes-là, c'est sûr que les gens travaillent souterrainement pour qu'il y ait élection, pour qu'ils puissent placer des gars qui vont continuer maintenant à aller dans leur logique. Donc c'est dans ce sens, bien entendu, qu'il faut comprendre la position et notre position sur la question des élections. D'accord. Alors, Abdoulaye Taoué, est-ce que vous êtes d'avis avec la lettre du Faso qu'il y a un acharnement de la part d'organismes internationaux pour la tenue de ces élections? Bon, ça a toujours été comme ça. Vous savez que les partenaires techniques et financiers n'aiment pas les militaires au pouvoir. Donc, pour eux, plus vite on a des élections, même si c'est quelqu'un qui est mal élu, au moins il a la caution démocratique, mais il a le label démocratique, et on peut, j'allais dire, saupoudrer et avancer. Parce que effectivement, dans les pouvoirs militaires, c'est des pouvoirs d'exception. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Vous voyez que quand il y a un pouvoir militaire, les partenaires partent. Il y en a qui font, les Américains ont fermé le robinet. Tant qu'il n'y a pas un pouvoir élu démocratiquement, même si c'est contesté et que la CENI a validé, bon, les choses rentrent rapidement dans l'ordre et le cours normal des choses reprennent. Je pense que c'est un peu du fétichisme, quoi. C'est pour ça que je disais tantôt, nous, en tant que Burkinabés, on a besoin des élections, on veut aller aux élections le plus rapidement possible, mais il ne faut pas que bon, je ne vais pas, parce que le problème, l'envers du décor, c'est de dire prenons notre temps, et si on dit prenons notre temps pour sécuriser, bon, les gens vont dire vous faites l'affaire des militaires, parce qu'ils vont rester au pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça aussi le danger. Mais c'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on se dise la vérité. Si on a un langage franc les uns envers les autres et qu'on a un regard objectif et consensuel sur la situation, en ce moment, on est ensemble, on peut se donner la main pour même revendiquer le prolongement éventuel de cette transition si on estime que son prolongement est nécessaire pour que nous on puisse faire les élections dans de très bonnes conditions. Alors, oui, une réaction? Oui, une réaction. Moi je pense que on doit mettre la pression sur les militaires pour organiser les élections. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez, après le départ de Damiba, quand on regarde les différentes malversations ou tout ce qui a été fait, cela montre à souhait que les militaires ne sont pas forcément meilleurs que les hommes politiques qui géraient le pouvoir. Il n'y a pas eu autant de scandales sous Rochma Christian Kaboré que Damiba en si peu de temps. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est au pouvoir. On dit que c'est la version améliorée de l'autre là, de Damiba, mais rien ne prouve aujourd'hui. C'est après son départ, on va voir un certain nombre de choses. La preuve, la semaine dernière, le samedi, il y a eu un meeting à la place de la nation pour soutenir la transition, alors que toutes les activités de grande mobilisation ont été suspendues. Alors quand on commence à avoir des injustices flagrantes à ce niveau-là, c'est vrai que les gens n'ont pas commencé à l'exprimer, ouais, mais ça commence à venir. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans la ville, il y a beaucoup plus de militaires que de trucs. Parce que dans les régimes d'exception, on peut vite franchir le pas pour aller à des dérives. D'autant plus qu'eux-mêmes, ils avaient donné un calendrier et un délai pour pouvoir aller aux élections. Aujourd'hui, ils ont toutes les commandes de la République pour aller vite et bien pour qu'on aille aux élections. Mais maintenant, je dis, il est temps de revoir notre code électoral, de voir même notre système électoral, de sorte que ceux qui sortiront de cette élection-là soient des personnes vraiment crédibles, qui ont de la vision, qui puissent nous conduire, pour ne pas qu'en si peu de temps, on retombe encore dans une situation d'instabilité. Mais un autre point important, oui, la corruption aussi la corruption et la malgouvernance doivent être aussi combattues, et on met des systèmes
système, de sorte que, comme le disait l'ancien président ghanéen, même si un démon vient au pouvoir, qui n'arrive pas à faire un certain nombre de choses. D'accord. Alors, docteur Palais, nous sommes d'accord pour l'organisation des élections qui doivent sanctionner toute transition politique, mais est-ce que ces élections peuvent se faire en prenant en compte uniquement la présidentielle avec le contexte sécuritaire et oublier également les élections législatives ou municipales? Je ne sais pas si... Est-ce que c'est ce format qui est retenu? Sinon, on a dit... est-ce que dans le chronogramme, on ne parle que de la présidentielle? Oui, mais est-ce que ça peut se faire si je pense les conditions sécuritaires... On peut coupler les deux. Si on peut élire le président, on peut aussi élire les députés par la même occasion. Ça dépend des circonscriptions électorales qui seront dessinées et de la réalité sur le terrain en termes de mobilité, de mouvement des populations. Je pense qu'il faudra, c'est ça qu'il faudra prendre en compte. C'est ce que je disais dans ma première intervention en disant qu'il faut être réaliste. C'est la réalité du terrain qui décidera un peu de ce qu'on pourra faire dans 18 mois, comme Séguira a pu préciser. Sinon, pour répondre à la question que vous soulevez suite à l'édito de la lettre du FASO, je pense quand même que la science politique a suffisamment démontré, et la réalité aussi, que de tous les régimes, la démocratie quand même est le moins mauvais des régimes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que permettre des élections, c'est demander des élections, c'est faire se faire plaisir aux bailleurs. Je pense qu'on a besoin, parce qu'on ne peut pas légitimer indéfiniment les situations d'exception. Quand on rapporte à notre propre secteur, qui est celui des médias, qu'on va aborder plus tard, comme vous l'avez annoncé, quand on regarde un peu comment la liberté d'expression, la liberté de presse est malmenée sous ces régimes-là, on ne peut pas souhaiter que ce soit un régime qui s'étende à l'infini. Je pense qu'on a un État quand même démocratique, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Et comme il a dit, rien ne prouve que les militaires sont meilleurs en matière de gouvernance, de gestion de la chose publique quand on voit un peu ce qui s'est passé sous Damiba, et peut-être quand on saura un jour ce qui est en train de se passer en ce moment. N'est-ce pas la raison pour laquelle le chef de l'État dit qu'il s'occupe des affaires purement militaires et au Premier ministre de s'occuper des affaires politiques et du civil? C'est quoi des affaires purement militaires? La sécurité. Oui, la sécurité, comme on l'a dit, j'entends War qui le répète sur une radio, comme en reprenant les mots de Clémenceau qui disait déjà que la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains des seuls militaires. Je crois qu'eux-mêmes ils l'ont compris. Quand on met en place des VDP, on demande l'engagement de tous les citoyens. Ce qu'on a compris, que la guerre n'est pas purement une affaire militaire, la sécurité n'est pas purement une affaire de forces de défense et de sécurité, c'est l'ensemble des citoyens. Les pays où il y a la sécurité, c'est là où l'ensemble des citoyens sont impliqués, très vite signalent, il se passe quelque chose dans mon quartier, venez voir ceci, cela, ils sont impliqués. Ce n'est pas uniquement des militaires. Dans cette guerre qui nous est opposée, elle ne sera pas non plus gagnée uniquement par le combat des militaires. Donc on ne peut pas dire que le président s'occupe des affaires militaires et puis le Premier ministre s'occupe de la gouvernance, de la gestion de la chose publique. Du reste, prenez l'agenda du président, vous verrez qu'il ne fait pas que gérer la chose militaire. Il y a beaucoup de rencontres politiques, de décisions politiques qui sont prises. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette cloison entre la gestion des dossiers. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette tribune. Les organisations professionnelles des médias du Burkina Faso répondent au chef du gouvernement. Il est intitulé « Non, les médias burkinabés ne sont pas la radio 1000 collines ». Vous en avez fait écho dans l'Économiste du Faso. De quoi s'agit-il? Non, il s'agit d'une sortie en fait, des organisations professionnelles des médias réagissant justement aux propos du Premier ministre. On a estimé que c'était à ces niveaux-là tenir de tels propos à l'encontre d'une presse ou des médias que lui-même connaît très bien et qu'il fréquente. C'était quand même assez, j'allais dire, osé. Et les organisations professionnelles se sont senties obligées de faire cette sortie-là pour dire non, on n'est pas d'accord avec vos propos. Et les médias burkinabés ont montré par le passé leur sens de la responsabilité. Et jusqu'à présent, je pense que les dérives qu'on a constatées, ce n'est pas dans les médias, j'allais dire classiques, parce que les gens, quand ça les arrange, ils nous confondent avec les médias sociaux.
les réseaux sociaux. Mais si vous regardez toutes les dérives qu'on observe, c'est pas forcément dans les médias dits classiques, établis. Est-ce que vous voyez? Donc, professionnels. Donc, on a voulu attirer l'attention des autorités qu'il ne faut pas mélanger la chèvre et le chou. Donc, c'était un peu pour attirer l'attention. Parce qu'on a vu aussi, il y a des petites menaces qui ne disent pas son nom. On a vu des activistes ou des supporters sortir, pratiquement jeter l'opprobre sur des journalistes et des organisations professionnelles. Je ne veux pas relayer certains propos ici. Et l'autorité n'a pas vraiment bougé. Et quand même, le Premier ministre est sorti, dans sa sortie, malgré les réactions des responsables des médias, il n'a pas précisé sa pensée. Moi, je m'attendais à ce que, dès qu'il a l'occasion d'un micro, qu'il précise sa pensée et qu'il nous dise le fond de sa pensée par rapport à ce qu'il a dit. J'espère qu'on a mal compris ce qu'il voulait dire. En ce moment, ça va nous rassurer. Mais si ça reste en l'état, je pense qu'on a des raisons de s'inquiéter et de défendre aussi ce qui nous reste. Parce que c'est le fond, comment on appelle ça, la pierre angulaire de notre métier, c'est ça, la liberté d'expression. Nous sommes des professionnels des médias. On est formés pour traiter l'information et la diffuser selon des normes qui sont validées, qui sont établies. Le procureur peut interpeller un organe s'il ne fait pas correctement son travail selon ce que dit la loi. Le CSC peut intervenir s'il estime qu'il y a des dérapages au niveau des médias. Donc on a un arsenal qui permet aujourd'hui de réguler. Maintenant, c'est pour ça que je demande au Premier ministre de préciser sa pensée. Parce que si c'est autre chose qu'il veut nous proposer à la suite de ça, il faut qu'il puisse le dire aussi. D'accord. Docteur Sidiack Paris, est-ce que vous comprenez déjà cette posture du chef du gouvernement qui, en rappel, on le sait, a été révélée par ces mêmes médias-là? Oui, pas du tout. Je ne comprends pas parce que, comme vous le dites bien, c'est le Premier ministre doit, j'allais dire, son existence politique, à mon avis, à ses passages sur les plateaux de télévision qu'il décrit aujourd'hui. Je pense qu'il a été propulsé par ces plateaux-là. Moi, je connaissais le livre qu'il a écrit, mais je ne le connaissais pas particulièrement en tant qu'avocat pour avoir défendu des causes extraordinaires. On connaît un peu les ténors du barreau ici, mais je ne le connaissais pas parmi eux. Donc, je pense que c'était plus ces prises de position, ces analyses que j'apprécie bien, qui sont justes sur certains sujets, sur les plateaux télé, qui l'ont fait découvrir à l'opinion publique, peut-être qui ont permis cette ascension-là. Aujourd'hui, qui traitent ces médias de pagaille, de désordre, c'est incompréhensible. Je crois que les professionnels des médias ont rencontré le président du CSC justement pour exprimer leurs inquiétudes suite à cette sortie. Je crois que le président du CSC a dit qu'il était surpris un peu par le contenu de ce que le service de presse de la primature a publié. Mais comme l'a dit Tao, ça aurait été bien que le Premier ministre lui-même s'exprime suite à la sortie des médias pour dire j'ai été mal compris ou bien les mots qui ont été sortis sont allés au-delà de ce que je pense ça aurait pu rassurer. Malheureusement, ce qu'il a dit se fait l'écho un peu des condamnations, des anathèmes de l'opprobre, comme il a dit, qu'on a tendance aujourd'hui à jeter sur les hommes de médias. On voit d'illustres inconnus, de parfaits énergumènes qui ne comprennent rien au fonctionnement des médias qui veulent leur donner des leçons. À faute de quoi ils sont traités d'apatrides et tous les noms d'oiseaux. Je pense que les règles du journalisme ont survécu à des situations pires que ce que nous connaissons. C'est pas nous, c'est pas les journalistes burkinabés qui ont inventé les règles du journalisme. Ce sont des règles, c'est une éthique, c'est une déontologie qui existe, qui est pratiquée ailleurs, où on a connu pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les a rejetés. On ne peut pas amener les journalistes à faire de la propagande tel que ça fonctionne aujourd'hui. C'est un peu ça. Alors, le Premier ministre fait référence à la radio 1000 collines au Rwanda. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des dérives ici au Burkina? Oui, il y a certainement des dérives. Mais il ne faut pas confondre. Quand le président a reçu les hommes de presse, moi je fais partie de ceux qui lui ont signalé qu'il ne faut pas confondre les médias professionnels
et les citoyens qui s'expriment sur les médias sociaux. Mais il avait dit que non, il ne confond pas. Ce qui voudrait dire que au niveau du pouvoir, on est convaincu que ce sont les professionnels des médias qui sont dans les dérives. Si c'est le cas, il faut le signaler. Depuis plusieurs années, moi j'ai demandé par exemple au CSC qu'il fasse un point régulier, ne serait-ce que mensuel, des dérives commises dans les médias. Là, on a de la matière sur laquelle discuter. Chaque mois, on nous dit, voilà, au cours du mois passé, voilà ce que nous avons relevé comme dérive de la part des professionnels des médias. D'accord, c'est vrai qu'il y a des auditions de temps en temps, mais si on a un document qui recense les dérives, ça nous permet de discuter sur une base scientifique. Sinon, se contenter de faire des accusations graves et vagues, je trouve que c'est irresponsable. Voilà. S'il y a des choses à reprocher aux médias, il faut le faire. Je suis d'accord qu'il y a des brebis galeuses, comme dans tout secteur. Voilà. Les militaires qui ont le pouvoir aujourd'hui, voilà, on sait un peu, on a l'écho de ce qui se passe. D'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont patriotes, qui sont propres, qui sont engagés dans ce qu'ils font de façon correcte. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter l'anathème sur toute la profession. Voilà, il faut sanctionner les coupables. Mais il faut permettre à ces professionnels-là, aux hommes des médias, de faire leur travail de façon professionnelle. On nous dit oui, il faut accompagner le gouvernement dans sa lutte, etc. Qui n'est pas sa lutte, qui est notre lutte. Mais en même temps, on nous demande, quelqu'un vous demande de l'accompagner et il vous interdit de le suivre. Rien qu'en imaginant, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me demander de vous accompagner et vous m'interdisez de vous suivre. D'accord? Mais c'est ce qu'on voit. On empêche les professionnels des médias d'avoir accès aux activités. Oui. On ne peut plus aller à la présidence ni à la primature en tant que telle, sauf quelques cas pour des activités protocolaires. On fait des comptes rendus qu'on envoie aux médias, on demande de publier. Donc les médias sont réduits à publier ce qu'on veut bien leur donner à publier. C'est de la propagande. Moi je trouve même que c'est du terrorisme éditorial. Parce que vous y allez un peu fort. Non, je trouve que c'est aucun professionnel des médias n'accepte être réduit à publier des communiqués de presse. C'est du terrorisme éditorial. Vous pouvez trouver fort en comparant à d'autres terrorismes, mais dans notre profession, dans notre cas, c'est du terrorisme éditorial. On nous fait la force en violant les règles du métier. Et quand vous faites ça, et vous ne voulez pas que dans les commentaires, les gens fassent des analyses. Qu'est-ce que vous voulez? C'est leur interdit de parler en fin de compte. Donc, vous ne pouvez pas leur interdire d'avoir accès aux faits et vous leur interdire ensuite de faire des commentaires. Au contraire, en leur permettant d'avoir accès à ce qui se passe, on leur permet d'avoir des éléments pour bien commenter. Vous avez souvenance du compte rendu d'Omega à l'époque sur la rencontre avec les OSC, et c'est ce qui a fait polémique. Mais parce que le média a été obligé d'utiliser une source secondaire pour avoir l'information. Et c'est ça qui amène les dérives. Un citoyen ordinaire n'est pas équipé, n'est pas formé, n'a pas les compétences comme un journaliste pour rapporter une information. Mais si on doit se contenter de ce que des amateurs rapportent pour traiter, évidemment il y aura des dérives. Donc il faut savoir situer les responsabilités. Alors très rapidement, Issa Sigiré, quelle est votre appréciation sur cet éditorial commun des organisations professionnelles des médias? Alors, avant ce éditorial-là, j'avais dit ici sur ce plateau que le Premier ministre Tambela se trompait lourdement, parce que ce n'est pas dans les médias qu'on constate les dérives, à la fois les dérives au Burkina Faso. Et jusqu'à preuve du contraire, le Burkina a toujours une presse responsable, et même dans la sous-région et même en Afrique. Donc, je trouve normal que les organisations de presse donnent de la voix pour attirer un peu son attention sur ce qui est en train de se passer. Si certains citoyens peuvent se permettre aujourd'hui d'appeler au meurtre à des journalistes, et que au plus haut niveau on tient de tels propos, c'est-à-dire que les journalistes peuvent être agressés, peuvent être menacés sans que rien ne se passe dans ce pays-là.
Et ça ne fait pas honneur à notre pays, ça ne fait pas honneur au Premier ministre. Mais de toute façon, les journalistes ont toujours été professionnels. Et si on constate des dérives, il y a tout un arsenal. Il y a le CSC qui est là pour réguler. Il y a même la Direction générale des médias aujourd'hui qui peut contribuer. Il y a l'OBM, les organisations des médias également, qui jouent quand même un rôle. Mais quand on sort de tous ces cadres-là, il y a aussi sur le plan juridique où on peut ester un média en justice parce que les médias ne sont pas au-dessus de la loi. Mais les taxer quand même d'être proche, de faire allusion à la radio Mille Collines, je pense que c'est aller fort parce que nous aimons tous ce pays-là et nous faisons de sorte qu'il ne sombre pas et qu'il aille de l'avant. D'accord, alors très rapidement, Idrissa Koumbem, est-ce que vous pensez qu'il faut craindre par là une réduction des libertés? Je crois que la réduction des libertés est déjà en cours et il faut les analyser avec des faits qui sont parfois anodins, mais qui, à l'analyse, montrent la logique dans laquelle les uns et les autres veulent, en tout cas, caporaliser la presse. Ça part déjà avec les médias occidentaux. Je crois qu'on a interdit de diffusion RFI ici. Bon, pour des motifs, en tout cas, qui ne convainquent pas du tout. Et après RFI, ce sont les médias nationaux qui ne rentrent pas dans le cadre de la propagande du pouvoir en place. Parce que c'est ainsi qu'il faut comprendre. Donc, le pouvoir est dans une direction où il ne veut pas entendre toute voix dissonante en dehors de ce qu'il veut faire entendre. Donc, s'il y a des médias de part et d'autre qui essaient d'analyser pour faire un travail de fond, pour révéler qu'à un moment donné, ce n'est pas juste, il faut rectifier le tir, c'est tout à fait normal que voilà, c'est la transition, les animateurs qui sont là, qui veulent en tout cas amener les gens à penser comme eux, à voir comme eux, et viennent avec des mesures pareilles. Et on l'a vu le cas aussi avec le cas du journal L'Événement, voilà, qui avait publié sur un capitaine qui aurait empoché 400 millions, ça crée un tollé où le journal a été convoqué. Et quand on a suivi les comptes rendus qui ont été faits sur les pages officielles du gouvernement, je parle de la primature et de la présidence du Faso, on tend à jeter en tout cas le média en pâture pour dire que ce n'était pas des faits vérifiés. Et cette logique de construction va au-delà pour tous les autres médias. Et comme on l'a dit, les patriotes de la 25e heure sur les réseaux sociaux, bien entendu, quand vous regardez comment ils décident quel média est un média propre, tel média est un média propre. Voilà, donc je crois que c'est la première fois qu'on arrive à voir ça dans ce pays-là et c'est vraiment regrettable. Et en tout cas, il faut saluer en tout cas les OPM pour leur vigilance à travers cette déclaration. D'accord, alors troisième sujet retenu pour cette tribune, situation sécuritaire. La semaine aura été lourde en termes de bilan, 12 combattants tombés à Falangoutou lundi et dans les cascades, une dizaine de civils ont également perdu la vie. Rien ne semble encore gagné, Abdoulaye Tao. Bon, moi, une fois sur un plateau, j'ai dit qu'il faut qu'on s'habitue à ce cycle infernal. Parce que c'est la nature même de cette guerre-là. C'est une guerre, on dit, elle est asymétrique parce que l'adversaire frappe quand il veut, où il veut, et on n'est pas encore dans les dispositions pour les contrer massivement. Si vous regardez depuis 2014, c'est maintenant. Personnellement, c'est l'impression que j'ai. C'est maintenant qu'on sent que les Burkinabés sont en train d'entrer dans la guerre. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas encore tout à fait toutes les conditions réunies pour limiter les attaques contre les civils et même contre nos FDS. Mais dans ce cas présent, je pense qu'il y aura toujours, malheureusement, il y aura toujours des soubresauts de ces gens, parce que c'est psychologique. Ils vont frapper là où on ne les attend pas, ils vont frapper pour faire mal, ils vont frapper pour faire peur. C'est la nature de l'ennemi qui est comme ça. Et nous, on doit être psychologiquement préparés à supporter ça. C'est pour cela que je comprends un peu ceux qui disent bon, il ne faut pas démoraliser les gens. Parce que si on tire trop aussi, si on fait monter ce qu'on appelle
la peur, la psychose. Ça aussi, ça peut être un élément qui réfrène les ardeurs des gens. Mais aujourd'hui, on est en train d'engager 50 000 VDP. Je pense qu'il faut même penser à en avoir encore un peu plus pour que tout le territoire, dès qu'il y a quelque chose, qu'on puisse réagir et limiter les dégâts. Je pense que ça, c'est déjà une première option qu'on peut avoir. Et la seconde option maintenant, c'est d'aller traiter ces gens-là là où ils sont pour éviter qu'ils viennent justement nous surprendre dans nos domiciles et sur nos routes. D'accord. Alors, Issa Sigiri, la reprise de Falangoutou, c'était pourtant il y a à peine quelques semaines, une attaque et 12 combattants que nous avons perdus. Est-ce à dire qu'il faudrait redoubler encore plus de vigilance dans cette zone-là qu'on a conquis récemment? Oui, c'est une piqûre de rappel pour dire que quand on reconquiert un espace donné, ce n'est pas une reconquête définitive. Il faut toujours rester sur ses gardes parce que je vous rappelle que Falangoutou est pratiquement à la frontière entre le Burkina et le Niger, je crois, et même une partie du Mali, je crois. Donc, ce sont alors que les groupes armés sont extrêmement mobiles et cherchent la petite faille pour frapper. Je suis entièrement d'accord avec le grand frère Abdoulaye Tao parce que on doit intégrer tout ça désormais parce que c'est des situations qui peuvent arriver. On peut même enregistrer aussi des pertes encore de ce type et même encore des nombres plus élevés, mais on doit toujours rester debout, rester toujours vigilant et on espère que les VDP qui sont en fin de formation vont rentrer vite en action et que même on va laisser la commune pour aller au-delà, c'est-à-dire dans les villages avoir des VDP qui vont de temps en temps aider les autres qui pour donner des renseignements, qui pour tout temps, même avec les calibres 12 pour se défendre en attendant du renfort. Encore une fois, on va féliciter les FDS, les inviter également à rester toujours vigilants parce que ces attaques de ce type-là, les attaques isolées en petits groupes, ça ne va pas manquer. Ça va continuer à venir tant qu'on va libérer certaines zones. Mais je pense quand même que le calme est revenu à Falangoutou. Les FDS ont réussi quand même à neutraliser un certain nombre de terroristes et ils ont repris encore la localité. On espère que très bientôt l'administration reviendra et que Falangoutou regagnera sa paix d'antan. D'accord. Alors, docteur Paré, pourtant la diversification des partenaires est aujourd'hui une réalité. Le chef du gouvernement qui était récemment au Mali a même parlé coopération. Il a échangé avec la diaspora burkinabé vivant au Mali et il a informé que des acquisitions seraient en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'une montée en puissance de nos forces armées nationales? Bon, je crois qu'il y a des changements quand même, peut-être pas à travers les déclarations du Premier ministre, mais dans les faits. Déjà, dans la nature des dernières attaques que vous avez évoquées, on voit qu'il y a de moins en moins d'attaques des camps, des sites militaires où on va à l'assaut des soldats qui sont un peu retranchés et qui essaient de riposter. C'est plus, je crois, des soldats qui sont en mouvement ou alors ce sont des civils sans défense auxquels on s'en prend. Ce qui illustre quand même un changement, une évolution positive à mon avis. Parce que c'était vraiment, ça fendait le cœur de voir que les soldats étaient réduits à se retrancher dans leur camp et à attendre qu'on les attaque pour riposter. Mais là, vraiment, il y a eu un changement où on sent qu'ils vont à l'attaque, ils vont à la recherche de l'ennemi. Et les pertes qu'on a actuellement, c'est plus souvent des pertes de troupes qui sont en mouvement, mais ce qui est un peu propre à la nature d'une guerre asymétrique où l'ennemi peut frapper facilement parce que vous ne savez pas où il est. Je crois que ça c'est encourageant à mon avis, c'est à saluer cette évolution-là. Maintenant, peut-être qu'il faut aller au-delà et puis s'attaquer à des sites reconnus, puisque très souvent quand on regarde des témoignages des habitants, parfois on dit oui, il y a des troupes ennemies à tel endroit qui sont là depuis des jours et on ne va pas les déloger, on les laisse faire. Ça, c'est ça qui reste incompréhensible. Donc il y a une évolution, diversification des partenariats. Bon, on ne sait vraiment pas ce que ça donne pour le moment. On a vu le Premier ministre aller en Russie, en passant par le Mali et repartir
au Mali. Comme on ne sait pas très bien ce qui se passe dans ces négociations, dans ces transactions-là, c'est difficile de se prononcer. Il a fallu écouter les explications que le Premier ministre a données à la diaspora malienne, par exemple, pour apprendre, a-t-il dit que certains partenaires bloquaient nos commandes d'armes, etc. On n'avait pas toujours le renseignement. Bon, ça, ce sont des informations, je pense, qu'on aurait dû porter à la connaissance des populations ici, plutôt que d'attendre qu'elles l'apprennent de dehors. C'est bien de diversifier les partenariats, mais je pense que ça a sa logique, mais il faut être sûr qu'on n'abandonne pas, j'allais dire, la proie pour l'ombre. Il faut être sûr vraiment que les partenariats nouveaux qu'on veut nouer sont réellement les plus pertinents, qui nous permettront d'avoir les moyens pour mener la guerre que nous menons. D'accord, très rapidement une réaction, Abdoulaye Taou. Moi je pense que, vous voyez ce qui s'est passé à propos de la diversification des partenariats. Tout le monde a crié haro sur le boudet, sur la France, on veut qu'ils partent, on est en train de chasser la France, mais on n'avait même pas encore, c'est-à-dire quand tu chasses ta première épouse alors que la seconde n'est même pas encore, tu n'as même pas encore la seconde à l'intérieur. Je pense qu'il faut qu'on arrête, c'est ça que les gens, certains appellent le populisme, c'est-à-dire qu'on chauffe le peuple, mais je crois qu'il faut être concret, pragmatique. Aujourd'hui, la diversification des partenariats pour le Burkina, dans notre coopération là, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des appuis militaires. Quand je dis militaire, c'est un équipement surtout. C'est de ça qu'on a besoin pour faire la guerre. On a besoin de renseignements. Les renseignements sont les renseignements à partir du ciel. Il y a des puissances qui peuvent nous aider. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un discours pragmatique. Maintenant, il ne faut pas qu'on se leurre. Tout ça, ça a un coût. Personne ne va venir pour les beaux yeux du Burkina. Hein. Il faut qu'on négocie pas à pas. Nous, on veut ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je ne veux pas dire que c'est des deals, mais c'est ça aussi la coopération. C'est ça aussi la coopération. Même quand certains viennent financer des autoroutes ici, vous ne savez pas ce qui se passe à l'arrière. Ils ne perdent jamais la face. Donc, il faut qu'on soit très pragmatique. On a besoin d'armement, d'équipement, on a besoin d'avions. On a besoin des radars pour surveiller les télécommunications dans le Sahel. Il faut qu'on soit pragmatique et qu'on va avec le partenaire qui peut nous aider. Ça, c'est concret. Mais depuis on entend parler de diversification de partenariats, on ne voit rien arriver encore. Hein. On sait que les drones sont arrivés, mais c'était sous commande depuis quelques temps. Et ces derniers mois, on sait qu'il y a des équipements qui sont arrivés, mais il faut se reconnaître que ce n'est pas suffisant. D'accord. Ce n'est pas suffisant pour la tâche qu'on a. Alors, pas suffisant, nous sommes très pris par le temps. Mais dernier sujet pour cette émission, le patron de GESIM, Iyad Agali, multiplie les rencontres depuis sa réapparition à Ménaka. Les éditions Le Pays sur la question ont intitulé leur édito « Bamako et Iyad engagés dans le même combat contre l'État islamique au Mali. Attention à l'effet boomerang ». Alors, depuis un certain temps, les autorités maliennes avaient essayé de nouer le contact avec certains leaders de groupes armés tels que Iyad Agali et même Amadou Koufa. Et les discussions étaient en cours, mais à un moment donné, on ne sait pas où on en était effectivement avec ces discussions. Mais il y a quand même quelques semaines de cela, on a vu ce monsieur qui est suffisamment recherché par beaucoup de pays, même les Américains ou encore les Français et même certains pays, réapparaître au Mali dans deux localités différentes. Donc on pense qu'il y a un recrutement massif qui est en train de se faire pour combattre son ennemi et juré l'État islamique. Donc, et le Mali aussi combat aussi ce même État islamique. Maintenant, la crainte, c'est que ces hommes sont tellement habitués à la guerre qu'ils pourraient, une fois l'État islamique maîtrisé, peut se retourner également contre l'État malien. C'est peut-être l'inquiétude. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'entre lui et le gouvernement malien,
tout va pour le mieux, mais attention, quand il se sentira fort, peut-être qu'il peut encore frapper le Mali. D'accord. Alors, Idrissa Koumbem, est-ce que vous avez également cette impression qu'Agali souhaite faire front commun pour vaincre l'État islamique? Alors, il faut dire que cette coalition qu'il tente de mettre en place est un panier à crabe et qui ne va pas aboutir à quelque chose. Et quand vous regardez les différents acteurs impliqués, on se rend compte que chacun juste, on veut faire des alliances juste pour un intérêt du moment. Et après le combat, chacun reprend son combat habituel. On a actuellement la coordination des mouvements de la Jawad, signateur en tout cas du paix d'Alger, qui à un moment donné a maille à partir actuellement avec le gouvernement en place. Donc ces mouvements ont été approchés par effectivement Iyad Agali pour créer en tout cas une coalition, bien entendu, pour lutter contre l'État islamique. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement qui était en discussion avec la coordination des mouvements de l'Azawad, il y a plus, le courant ne passe plus entre ce mouvement avec l'État malien. Et également de l'autre côté, on a quelqu'un qui a profité de cette situation qui est Agali pour phagocyter un peu ce mouvement pour qu'il se rallie encore à eux pour, dit-il, combattre l'État islamique. Et bien entendu, quand on a suivi, en tout cas selon les propos relayés par certains médias, il a clairement dit qu'il lutte toujours contre l'État malien et le groupe Wagner. Donc ça a été clairement dit et qu'il va protéger la population contre l'État malien et à les obliger à respecter la charia et autres. C'est dire que même si à un moment donné c'est le même ennemi, mais les objectifs du combat sont différents. D'accord. Alors quelques secondes, Abdoulaye Tao, est-ce que l'accord de paix d'Alger n'est pas menacé? Bon, l'accord de paix d'Alger a du mal même à être mis en œuvre. Je pense que ce sont les difficultés de cette mise en œuvre-là qui amènent un peu ces soubresauts qu'on voit, les opportunismes de Agali, tout ça. Mais quand je regarde très bien quelle est la différence entre le Jénim et puis l'État islamique dans le nord du Mali, bon, c'est les deux faces d'une même médaille. Et il y a les populations de l'Azawad qui sont pris en étau dans cette discussion. Si l'État décide de collaborer, ça va être un deal politique. Maintenant, comme Sigiri l'a dit, bon, on connaît les revendications du monsieur. Donc, s'il décide de négocier avec lui, c'est à eux de prendre leurs dispositions pour ne pas être débordés plus tard. D'accord, 10 secondes, oui, docteur Sigat Paradé. 10 secondes, je dirais qu'il faut craindre que ça ne soit un dangereux jeu de dupes où chacun croit tirer ses marrons du feu alors que tous ces risques de se retrouver dans le feu. C'est peut-être ce qu'il faut craindre parce que je ne vois pas comment les protagonistes qu'on a en face là, qui sont face à face, peuvent être amis pour être ennemis de l'autre à un moment ou à un autre. C'est un dangereux jeu de dupes avec les conséquences qu'on devine. Voilà, et c'est tout pour votre émission La Tribune des éditos. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. Merci aux invités. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.